Je suis très heureux de vous présenter aujourd'hui le professeur invité de la chaire Un jeu écopolitique contemporain, donc Jean-Christophe Cavalin, que nous avons le plaisir de la chance d'accueillir cette semaine à l'UBPA. Donc son travail sera au centre de plusieurs activités organisées par la chaire. Cette conférence aujourd'hui, des ateliers d'écriture avec nos étudiants de master, ainsi qu'une présentation de son roman Kang Junior, jeudi, Danser sous la plume, roman qui vient de remporter un prix littéraire prestigieux, le prix du premier roman, juste hier, donc félicitations à Jean-Christophe. Quelques mots de présentation. Donc Jean-Christophe Cavalin est professeur de littérature française à l'université Aix-Marseille, où il a fondé en 2017, et où il dirige encore, le master écopoétique et création, le premier de ce type dans les domaines francophones. Spécialiste du romantisme, il a travaillé entre autres sur Chateaubriand, Verlaine, Racine, mais il s'est également imposé au cours des dernières années comme l'une des voix majeures de l'écopoétique en France, en particulier par ses essais, alors je les ai là, Vallée Noire vers une écologie du récit en 2021, Nature berce le culture et trauma, toujours chez Corti, en 2022. Ce sont des textes qui proposent une réflexion sur les conditions narratives et esthétiques d'un rapport renouvelé, repensé en tout cas au vivant, à l'habitat et au milieu terrestre. Et dans la continuité de cette recherche, son ouvrage pastoral, publié chez Wild Project en 2024, coécrit avec les écrivaines et bergères Violaine Béraud et Florence Debove, peut être lu comme une mise à l'épreuve littéraire de cette pensée écopoétique. C'est une sorte de bucolique contemporaine. Et puis cette articulation entre théorie et création se prolonge dans son roman Kang Junior, justement, paru en 2025 aux éditions du Seuil et, nous avons dit, primé avant-hier avec le prix du premier roman. Et je précise que nous aurons d'ailleurs le plaisir de le présenter demain à 18h30 à la librairie Danser sous la plume, juste à côté du château. Et donc vous êtes tous invités. Je fais circuler les textes, si vous voulez. Et donc je laisse la parole à Jean-Christophe Cavalin qui nous propose aujourd'hui une conférence intitulée « Le monde proche vers une écologie du sacré ». C'est à moi ça ou c'est à cool. toi? Non, je te la donne, mais c'est marrant parce que c'est toi. Merci beaucoup. Ah, c'est pardon. Ok. Ben, merci beaucoup. Je suis vraiment ravi d'être invité à parler avec vous du sujet d'aujourd'hui. Merci Ricardo, bien sûr, de m'avoir invité. Donc j'ai pas beaucoup dormi. Je dois avouer que la soirée d'hier était un peu avinée, bref. Là, j'ai fait 3 heures de train, puis 3 heures de voiture, donc pour arriver, je suis arrivé un peu sur les chapeaux de roue. Mais bon, je vais essayer de. En fait, l'idée d'aujourd'hui, c'était, ce qu'on s'est dit avec Ricardo, c'est qu'en fait, je présente ce qui serait le troisième volet de cette écologie du récit, disons, Vallée Noire, Nature berce-le. Le troisième s'appellerait donc Le Monde Proche, ou s'appellera Le Monde Proche vers une écologie du sacré. Et donc, je vais un peu proposer les étapes de travail autour de ce problème, et en particulier, pour moi, le plus important et presque un peu scabreux, pour moi, je n'aurais pas pensé en arriver là, mais penser le problème du sacré par rapport à l'écologie. Ce n'était pas du tout évident pour moi au départ, et puis peu à peu, ça s'est imposé, un peu d'ailleurs grâce à Bateson, de façon assez étrange. Mais vous connaissez peut-être Gregory Bateson, donc le philosophe qui est vraiment un des grands penseurs de l'écologie, qui a beaucoup inspiré l'écologie profonde de Arne Naess, l'histoire de l'interconnectedness, etc. Et qui, à la fin de sa vie, a écrit a ajouté ce paradigme à son discours sur l'écologie, qui était le paradigme du sacré. Nature and mind, a sacred unity. Et il a et donc, en fait, l'an dernier, je suis allé
en Californie parce qu'il a laissé dans un centre de la contre-culture américaine des années 60 qui est devenu un centre New Age maintenant, Esalen Institute à Big Sur, euh, en Californie du Nord, et il a laissé des archives sonores sur ses dernières conférences parce qu'en fait il est allé mourir à Esalen dans ce centre de la contre-culture américaine. On essayait de mixer un peu philosophie occidentale et sagesse orientale. Lui, il n'était pas du tout, il était très réticent par rapport au gourou de Esalen, mais bon, pour sa fille déjà, il était Marie-Catherine Bateson, donc il l'a suivi, puis il était très malade d'un cancer et donc il a fini sa vie là, en disant que dans les États-Unis de l'époque, même s'il était tout à fait contre tout ce que disaient ces gens de Esalen, c'était le seul endroit où c'était agréable de vivre. Où les rapports humains étaient des rapports restaurés et qui semblaient moins atteints par le capitalisme ambiant, etc. Et donc, il a, et donc dans ces années-là, il a essayé de penser contre les penseurs des Allen, donc contre ces penseurs, ces penseurs qui sont plus ou moins orientalisants. Vous savez, c'était venu de Spiegelberg, enfin le professeur de sciences orientales de Stanford. Ils avaient tous été inspirés par les travaux de Spiegelberg. Lui, il a essayé de redéfinir le sacré dans le droit fil de sa pensée cybernétique, en fait, dans la pensée de l'interconnexion. Et donc c'est très intéressant donc, de penser le sacré en fait sans spiritualisme, ou plus exactement sans spiritualisme ni matérialisme, puisque bien sûr si on est spiritualiste, on est matérialiste. Ça veut dire que déjà on a divisé mind and nature, corps et l'esprit, etc. Donc voilà. Et donc je vais peu à peu essayer d'expliquer ce que serait ce rapport au sacré, et en particulier pour moi l'intérêt. Et c'est pour ça que je dis c'est scabreux, parce que je ne pensais pas en arriver là, mais comment requalifier le monde proche par justement cette notion du sacré. En partant du principe que normalement les mondes sacrés, enfin, dans notre culture occidentale, ce sont des mondes distants, ce sont des mondes fictifs, ce sont d'autres mondes, et plus c'est distant, plus c'est sacré, mais c'est jusqu'à ce que dit Guy Debord dans la Société du spectacle, c'est le monde séparé, c'est le monde de la séparation. Tout ce qui est image, alors c'est sacré, mais c'est la non-vie. Et donc tout ce qui se passe là-haut, dans l'image, dans les journaux, sur les sites Facebook, c'est sacré, mais ma vie, à côté de ça, c'est une espèce de sentine et de dégoût de l'image, si vous voulez. Et donc du coup, requalifier, enfin se servir du sacré... Pardon. Il est parti juste, voilà. C'est bon, c'est bon. Non, c'est parti. Si tu éteins ta caméra, tu auras la flamme sur la salle encore. Voilà. Et donc, l'idée pour moi, c'était d'essayer de redéfinir le monde proche comme sacré, non pas comme profane, et je vais voir pourquoi le monde proche a tendance à être profane par rapport au monde distant. Donc, ce très beau distique de Lu Tzu, donc, qui est en fait cité dans le commentaire de la mystère de la fleur d'or de Jung. Je ne sais pas si vous connaissez ce très très beau texte de Jung. Donc c'est Wei Mingqing, c'est le livre de la conscience et de la vie. Éclaire le pays bienheureux qui est toujours proche, pour que toujours ton vrai moi y habite bien caché. Une très belle phrase, je trouve, et je vais essayer de montrer qu'en fait la requalification du monde proche implique la requalification d'un rapport à soi plus plein. C'est les deux en fait sont liés. On ne peut pas requalifier le grand dehors sans requalifier le grand dedans, son lien, son rapport, sa connexion au grand dedans. Et c'était très intéressant, bien sûr c'est évident pour le livre de la conscience et de la vie. Et je me servirai beaucoup donc de cette maxime latine, donc dans la table des lois, dont parle Barofen dans la symbolique funéraire des anciens. In sacris licet simulare, que je trouve une phrase magnifique, ce qui veut dire, et on le commentera ensemble, mais dans les choses sacrées, il est permis de simuler, de feindre. Il n'y a pas de rapport au sacré qui ne soit pas, en un sens, une espèce de faire-semblance ou de feinte ou de jeu, etc. Et surtout, c'est ce qui permet le rapport au sacré. Au fond, après tout, c'est un jeu. Le jeu avec l'idée que, par exemple, je parle à une pierre et c'est Dieu. C'est un jeu, bien sûr, en un sens. Il y a quelque chose qui est une simulation. Et du coup, c'est repenser un peu la littérature du côté de la simulation plutôt que de la représentation. Et c'était déjà le geste, vous savez, peut-être tous, de Donna Haraway dans Manifest Cyber. Donc, l'idée, essayer de requalifier ce que dans le féminisme contemporain on appelle reclaim, vous savez ce fameux terme, reclaim le monde proche qui est un peu traduisible. Isabelle Stenger, ça a une bonne traduction. Elle propose réactiver, ce qui est pas mal, pour éviter réapproprier, qui est une appropriation, c'est de mauvais aloi.
Moi, réactiver, j'aime bien, mais j'aime bien aussi réinvestir. Parce que peut-être que je suis un peu plus freudien parce que c'est réinvestir le monde proche, ça veut dire avoir des investissements dans le monde proche, des investissements affectifs par rapport à tous nos retraits d'investissements narcissiques, etc. Et donc j'aime bien cette idée de réinvestir cet espace proche qui avait été désinvesti, désenchanté, etc. Et c'est bien sûr, au fond, une réflexion autour de ce que Deleuze appelle les territoires de subjectivation. Une façon de se rapporter à l'espace autour de soi qui ne soit pas, ou dans une ville, ou d'aller d'ambition dans une ville, qui ne soit pas la subjectivation capitaliste du producteur, consommateur dans un monde de produits où les hommes ne se rencontrent que pour échanger des produits et plus du tout pour échanger des idées, etc. Enfin, et donc un autre rapport à l'espace autour de soi. En gros, si vous voulez, et c'est là où rentre en jeu l'idée du jeu, justement, pour moi, c'est cette différence, je plagie très grossièrement, mais que font Guattari dans l'Anti-Oedipe, voyez, entre cette idée de capitalisme qui nous oblige à toujours désirer des objets nouveaux, c'est-à-dire jamais les mêmes objets, alors que la nature nous présente toujours les mêmes objets normalement. Donc toujours des objets nouveaux parce que justement ils sont empreints de fétichisme de rapports sociaux. Donc en fait il y a cette espèce de surenchère de l'autre objet, du prochain, du distant, le nouvel iPhone, etc. Et à ça, cette espèce de gestion du désir que Deleuze-Guattari lit beaucoup capitalisme. Ils opposent l'idée de délirer sur des objets proches. La possibilité de délirer sans désir, mais de jouer avec des objets proches, toujours les mêmes, etc., qui sont votre chat, l'arbre dans votre jardin, un massif dans la rue à côté de vous. Enfin, ces choses qui sont normalement, qui sont des tiers-lieux, vous voyez ce que je veux dire, et qui pourraient être réhabilité ou réinvesti non pas comme objet transitionnel, comme s'il fallait passer d'un principe de désir à un principe de réalité, comme chez Winnicott, mais des objets transactionnels. Vous pouvez jouer votre moi dans des objets. Et transaction, ça veut vraiment dire ça. Ça veut dire qu'il y a une espèce d'action ou de rétroaction mutuelle entre vous et les objets, ça vous redéfinit. Enfin, si j'emploie un vocabulaire winnicottien, je dirais vous jouez dans des objets externes avec vos objets internes, disons, avec vos espèces d'objets mentaux, vous les aérez dans des objets externes, comme le petit Georges Freud avec la bobine, vous voyez, qui est un objet qui joue le rapport à la mer, etc., etc. Et donc le rapport au monde serait un rapport à soi dans la stricte lignée de Jung, et ça j'y reviendrai, où les foyers de subjectivation sont liés à la capacité d'entrer en relation, des relations trophiques, intéressantes, signifiantes avec le monde autour de nous. D'où cette idée donc in sacris licet simulare. Il y a cette très très belle phrase de Valéry qui dit à un moment que la grande réussite pour lui sûrement du christianisme, c'est d'avoir réussi à sanctifier par un sacrement, qui est le sacrement essentiel, le pain et le vin, c'est-à-dire des objets qui sont sur la table tous les jours. C'est pas du champagne et du caviar, vous voyez, qui est sacré. C'est justement le pain et le vin qui sont sur la table tous les jours, mais un jour de la semaine, ils servent à un rituel sacré. Donc ils servent à un sacrement. Et ça donne ce chant qui permet de sacraliser aussi la vie profane. Parce qu'il y a une répétition d'un acte sacré dans ces gestes qui sont tous les gestes de la nourriture quotidienne, si vous voulez. Et là, on conclut que c'est pour ça que c'est très compliqué d'aller. Les missions catholiques sont absurdes sur le fond parce qu'il faudrait adapter les objets à la nourriture quotidienne des gens à qui on s'adapte. Voilà, oui. Mais c'est très intelligent quand même. Voilà, et donc, je vais le faire rapidement, désolé, parce que je suis un peu obligé de comprendre un peu d'où j'en suis venu, comment j'en suis venu à cette réflexion d'aujourd'hui. Donc cette phrase très célèbre donc, de la préface Forêt de la phénoménologie de l'esprit, le bien connu en cela même qu'il est bien connu n'est pas du tout reconnu. Et cette idée, vous voyez pourquoi je parle du monde proche, qui est bien connu, mais justement en cela non reconnu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'anagdorèse au sens propre. C'est pas une reconnaissance, erkenntnis, c'est l'anagdorèse aristotélicienne. Il n'y a pas de reconnaissance du monde proche, c'est-à-dire il est dans un état, et anagdorèse, c'est très important, ce qui a donné Beckhamis normalement, c'est parce qu'il y a une double négation. Il y avait une gnose, il y avait une gnosis, un savoir qui a été
refouler, agnosis, et puis anagnosis, qui est un refoulement du savoir. Et donc cette idée qu'en fait le monde proche, à un moment, a été beaucoup mieux connu, c'est-à-dire c'était un monde sacré. Pour les peuples traditionnels, mais ça va jusqu'à la paysannerie du 19e, en France, c'est le monde proche qui est sacré. C'est le monde proche qui est habité, c'est le monde familier qui est étrange, qui est doublé d'un surnaturel, etc. Il n'y a pas du tout ce clivage, cette espèce de schise entre un espace transcendant et l'espace de l'immanence qui serait complètement sécurisé, profané, désinvesti de peur, d'angoisse. Et donc, la requalification du monde proche ou le réinvestissement du monde proche, pour moi, implique un processus de reconnaissance de ce qui était à l'origine quelque chose que l'on a volontairement et pour des raisons tout à fait légitimes, qu'on a dévitalisé. Pour des questions légitimes, c'est évident, juste pour vivre en sécurité, sans bêtes fauves, sans froid, donc c'était pour développer cet espace. Mais il y a eu un moment où il a été tellement sécurisé qu'il ne peut plus, bien sûr, faire l'objet d'un souci, d'un intérêt, de peur, de désir, etc. C'est la thèse vous savez, de Foucault dans Les mots et les choses. C'est au moment où l'homme a un peu réussi à guérir toutes ces terreurs, ce qu'il appelle des terreurs fondamentales, la peste, la mortalité infantile, ça, que se développe une espèce de réflexion sur l'humanité, sur l'homme, de la finitude de l'homme. Mais il a fallu d'abord vraiment écarter toutes ces terreurs fondamentales qui étaient liées au rapport de l'homme à son milieu non humain. Alors qu'à partir, bien sûr, pour lui, cette période qui court du 17e et 19e, qui vraiment se situe au 19e, l'homme n'a plus de rapport qu'à la société. Son gros problème, c'est l'individu, la société. C'est pas l'homme et le monde. On a réduit le champ et le monde a été totalement, au mieux refoulé, des soucis humains, au pire fort clos, dans un sens kantien. On n'a même plus aucun rapport à la possibilité même de se relier à l'extérieur. Et donc, ce que j'avais essayé de faire dans Vallée Noire et dans Nature berceleuse, c'était ça. Dans Vallée Noire, l'idée, c'était de montrer à quel moment nos récits se sont détachés du monde proche, que maintenant je l'appelle le monde proche, je n'appelais pas du tout le monde proche à l'époque. Je me reload moi-même. C'est le moment où nos récits n'ont plus traité de façon transactionnelle nos rapports au lieu. Alors que, bien sûr, dans les premiers récits, qui étaient tous les mythes, parce que c'est bien sûr du mythos qui est venu Aristote avec le mythos, la fable, mais ça vient des mythes, ça vient des grands discours sacrés. Ces mythes étaient des scénarios pour les rites, et donc ils traitaient dans des moments rituels notre rapport à ce qu'on appelle maintenant l'environnement, c'est-à-dire nos rapports aux puissances de l'alentour, disons. Par exemple, je vous donne un exemple tout à fait caricatural, mais vous voyez, dans les grottes de Pêche-Merle, par exemple, ce n'est pas un musée. Nous, on y va maintenant voir des animaux, enfin voir des images d'animaux, mais en fait, c'était pas du tout, c'était pas une galerie de peinture, bien sûr. C'était des choses qui étaient dans des endroits où on ne vivait pas, qui étaient une façon. Vous ponctionnez dans les activités de chasse, dans les activités de survie quotidienne de la communauté, vous ponctionnez les grands troupeaux, et du coup, vous étiez obligé de rendre des images de ces grands troupeaux au maître des animaux, Potniateron, si vous voulez, et du coup vous les rendiez de façon rituelle. C'est les moments sacrés qui n'étaient pas du tout les moments de la chasse profane, mais vous les rendiez sous forme d'images, comme ça ils pouvaient revenir. C'est un cycle qui s'instituait, et c'est de là, bien sûr, qu'est venu ce qu'on appelle l'art rupestre, mais qui n'est pas du tout de l'art au départ, mais qui est une espèce de culte. C'est pas de la culture, c'est du culte. Et peu à peu, quand ça devient de l'art et de la culture, alors en effet, ça se détache d'une transaction avec du non-humain. Et à ce moment-là, on y va et c'est pour nous. Et la représentation, c'est ce que dit Latour dans le fleuve qu'il voulait écrire, c'est par nous, pour nous. Alors, toutes nos représentations sont faites par les hommes, pour les hommes. Ce qui n'était pas du tout le cas. La naissance des images n'est pas du tout liée à une communication qui définissait socialement des rapports humains, etc. C'était vraiment c'est de notre façon justement de simuler un rapport, et c'est d'où l'intérêt de Simulare. Comment pactiser avec ces dieux, comment propicier leur colère, leur jalousie, le fait qu'on leur a ponctionné du troupeau qu'il faut leur rendre, il faut simuler un rapport, donner des âmes par des images, rendre des bêtes qu'on a prises sous forme d'images. Et ça, c'est exactement l'idée que dans les choses sacrées, on est obligé de passer par de la symbolique, ou par de... Ouais. Et si vous avez lu le très très beau livre de Cauvin sur naissance des divinités, naissance de l'agriculture, et ce qui est un magnifique livre, et il montre très bien. Et la thèse n'a pas été, le livre est un peu vieux maintenant, 94 je crois, elle n'a pas encore été réfutée, ce qui normalement va assez vite en paléontologie, c'est-à-dire que la naissance de l'agriculture n'est pas du tout liée à des
pression environnementale, mais à une espèce de révolution mentale au moment du néolithique, quoi, de décrochage néolithique, où en fait il y a eu cette invention de la grande déesse, la Potniateron, la grande déesse des animaux, et qui avait donc eu un troupeau, et peu à peu, et cette invention il y a eu après, il dit en réaction à un épisode de virilisation qui a créé l'agriculture, l'élevage, etc. Mais d'abord, il a fallu créer l'image de cette déesse pour après l'imiter de façon par rivalité quasiment, enfin pour cent. Et du coup, bon, bref. Et donc, ce qui montre bien que le rapport au monde alentour est lié vraiment à cette espèce de jeu d'investissement et de transaction avec des puissances qu'on appelle maintenant de façon chic non humaine. Donc voilà, ça c'était dans ma noire. Donc du coup, j'ai essayé de remonter au moment où les récits étaient liés à la production symbolique, disons, de notre rapport au monde. Et puis du coup, j'ai pas réussi à remonter. Non mais c'est vrai. Souvent on me demande, bah oui, mais du coup la littérature aujourd'hui, ben en fait je sais pas parce que je n'ai pas réussi à remonter encore jusqu'à notre usage du récit maintenant. Et dans Nature berceuse, c'était un peu, j'ai pris un autre côté, c'est-à-dire que par la culture, en essayant de montrer que la culture est une formation de défense qui nous sépare justement par la forme, par l'abstraction, etc., de rapports, d'un rapport vrai à la nature et à la nature de soi surtout. Donc c'est une espèce de réponse traumatique de formation de défense qui nous forclôt du monde. Et donc les deux propos, c'était autour de ça, c'était cette idée qu'on a traité notre rapport au monde par la technique, mais ce que les peuples autochtones, mais encore, quand on dit les peuples autochtones, c'est très réducteur, parce qu'encore une fois, la paysannerie en France 19e, en Italie, d'abord jusqu'aux années 50, traitait encore de façon symbolique le rapport à l'environnement. Il y a qu'à lire Ennio De Martino, Terra del Rimorso, toutes les histoires de Tarentelle, etc. Et c'était encore les années 60. Et donc, ce qu'on traitait par une raison symbolique, de rites, de mythes, d'histoires qui permettaient de propicier, de pactiser avec des puissances, nous, on l'a traité par la technique. Enfin, peu à peu, la modernité occidentale l'a traité par la technique, et du coup, une fois que l'environnement a été sécurisé par la technique, il y a quelque chose que vous pouvez éviter techniquement, il n'y a plus besoin de lui donner un sens. Donc il n'y a plus besoin d'utiliser son imagination pour créer des mondes, des mythologies, etc., pour comprendre votre rapport au monde. Si vous dites, bah, après tout, vous n'avez pas besoin de dire, oui, mais les crocodiles, quand ils prennent une jeune fille, c'est parce qu'ils se marient avec elle, rituellement dans les rivières. Il suffit d'exterminer les crocodiles et on n'en parle plus. Et donc, mais c'est ce qui s'est passé exactement. Donc la raison la technique industrielle, enfin l'industrie et la technique a permis de ne plus mythologiser notre rapport au monde. Mais en revanche, si vous vous retrouvez dans des situations où vous n'y trouvez rien, genre le deuil, alors là, vous vous remettez à psychoter, à penser, à avoir des âmes dans des chaussettes, dans des odeurs de t-shirt, etc. Parce qu'en effet, vous êtes dans une situation de précarité où la raison, la science, la technique ne peut rien, où, vous voyez, si vous allez demain au supermarché, vous n'allez pas acheter du beefsteak, vous n'allez pas rêver cette nuit. Si vous allez à la chasse, vous allez sûrement rêver, parce que c'est pas sûr. Donc vous allez vous mettre à rêver à la proie la nuit, ce que font les Amérindiens, vous savez. Elle va se donner à vous. Quand il y a précarité, alors l'imagination se remet, le récit se remet en jeu, enfin, ça amorce du récit. C'est ce qu'on appelle en gros, vous savez, des situations de précarité. Quand on est nous, on est dans des sociétés d'abondance, qui fait qu'on n'a plus du tout besoin d'imaginaire pour traiter notre rapport au monde autour de nous. Alors que, bien sûr, quand on est dans une situation précaire, précarité, c'est un très très beau mot qui vient de précare en latin, pardon, pregare, pregare, qui veut dire prier. Donc, ce qui est précaire, c'est precarius, c'est ce qu'on obtient par la prière, ce qu'on ne peut obtenir que par la prière et pas par soi-même. Donc, ça veut dire que c'est un état d'impuissance, qu'il s'agisse d'une précarité matérielle ou d'une précarité mentale d'ailleurs. Tout à l'heure, on ira à un poème de Sylvia Plath qui est très intéressant, justement, parce que dans cet état de précarité, on voit comment on se remet à fonctionner et à sacraliser en un sens le monde. Sacraliser, ça veut dire avoir un rapport signifiant, saillant avec des objets du monde proche. Ça va revenir. Et au fond, vous voyez, l'espace profane, c'est l'espace déconsacré. Il y a un très beau livre d'Agamben, de George Agamben, qui s'appelle Profanation.
ce qui était sacré, ce qui n'est plus. La profanation, c'est déconsacrer, désacraliser. Or, nous, notre monde proche a été déconsacré, ouais, comme le dimanche. Le dimanche, c'était le jour du Seigneur, et maintenant, on s'ennuie le dimanche, on se fait chier, il n'y a rien à faire. Parce que justement, on ne peut pas travailler, mais ce n'est pas non plus le jour du Seigneur. Donc, c'est plus rien. Enfin, ouais, c'est un monde désactivé. Enfin, ben voilà. Et le monde proche, c'est un peu le gros dimanche de la modernité. C'est-à-dire, pas grand-chose à en faire, on s'ennuie, on regarde des séries. Alors, donc du coup, ben voilà, très belle phrase d'Aragon. Ce texte est magnifique, hein, le sentiment de la nature au but de Chaumont, je sais pas si, dans Le Paysan de Paris, qui est vraiment des très très beaux textes sur la requalification. Mais Le Paysan de Paris, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Ça veut dire requalifier Paris, la vie moderne où on vit de tous les jours, comme si on était un paysan, comme si on avait cette espèce de paysan. C'est important, ça vient de Paganus, donc c'est les dieux de la mythologie païenne, ce sont des dieux paysans, de la paysannerie. Vous voyez, Pagus, c'est le lopin de terre, Paganus, Pagus, c'est le lopin de terre qui a donné, un dérivé a donné la page, Pagina, la page où on écrit. Parce qu'en fait, Pagus, ça vient de Pangere, c'est planter 4 pieux autour du lopin, donc là, ça limite un espace carré. Et donc, on est, nous, passé d'une culture du Pagus à une culture de la pagina. Ce qui est sacré pour nous, c'est la page. Depuis la Bible, mais jusqu'à maintenant, la preuve, on a fait de la littérature et tout. Mais du coup, ce culte de la page a totalement périmé le culte du Pagus. Donc c'est intéressant dans Aragon, j'y pense maintenant, mais ça tombe bien, que à l'intérieur d'un livre ou dans un livre, il se décide paysan de Paris, comme s'il allait cultiver du coup Paris, c'est-à-dire comme s'il allait faire de Paris un objet de culte et de culture. C'est un peu la même chose. Et donc le sentiment de la nature au but de Chaumont, c'est exactement ça. Vous êtes dans un jardin au centre d'une ville et tout d'un coup, ce sentiment panique au sens fort, la présence de Pan, le sentiment panique de la nature au but de Chaumont. C'est-à-dire il y a quelque chose là qui est, et vous êtes en proie à cette chose, quel qu'il soit. Pan, c'est le super prédateur, si vous voulez. C'est le tout qui vous prend en proie. Vous êtes une partie tellement infime que vous allez être écrasé par cette espèce de manifestation, l'épiphanie du tout. Donc, bon, les pages préliminaire, c'est le contraire, bien sûr. Maintenant que nous avons couché à nos pieds l'éclair comme un petit chat et que sans plus frémir que l'aigle, nous avons compté sur sa face les taches de rousseur du soleil, à qui porterons-nous le culte de l'âtrie? Mais c'est une question de sacré. Pour le culte de l'âtrie, c'est l'adoration qu'on a pour Dieu et pas pour les créatures. Et c'est vraiment l'adoration pour le Créateur. Et donc, du coup, c'est ce culte que va chercher, c'est assez étrange, c'est ce culte que va chercher Aragon dans ces déambulations parisiennes. C'était à qui porter son culte. Et donc, il trouve dans, j'y reviendrai, il trouve donc l'espace qui va être investi donc dans les buts de Chaumont. Oui, ça je ne sais pas si vous connaissez James Hillman, qui est un philosophe jungien, qui a écrit un très très bel essai qui s'appelle Essai sur Pan, donc en 72. Et où il reprend les thèses de Rudolf Otto sur le sacré, la Sacraligue de Rudolf Otto, qui a été la réhabilitation du sentiment du sacré entre les deux guerres, contre l'époque rationalisante de Taine Renan. Et il y a cette idée justement que ça m'intéresse beaucoup parce que c'est dans la logique, ça m'intéresse. Donc on rencontre alors, c'est dans la rencontre de Pan, on rencontre alors cette présence lumineuse et incontrôlable qui élève la panique aveugle instinctive du troupeau jusqu'à la rêverie craintive et clairvoyante du berger. En gros, l'espèce de logique que je vais essayer de mettre en place, qui est assez simple en fait, que si j'étais Deleuze, j'appellerais ça une double capture, c'est ce moment de panique, c'est-à-dire de saisissement panique, qui doit être ressaisi par l'imagination, par l'écriture, etc. C'est le mouvement de la double capture, vous êtes saisi et vous vous ressaisissez. Sans être saisi, vous ne pouvez pas écrire ou imaginer, mais si vous êtes simplement saisi, vous êtes dans la folie, mais vous êtes dans la panique aveugle du troupeau, mais vous n'êtes pas dans cette espèce de révérence craintive, jeu de transaction. Vous voyez, la révérence craintive, c'est-à-dire que vous avez une transaction avec un Dieu. Donc vous jouez, vous utilisez des artifices, des trucs, des petits dons, des offrandes. De la littérature, c'est la même chose. La littérature est une façon de se ressaisir d'une espèce de trauma, peut-être, ou angoisse, ou panique, je sais pas.
Cette panique étant définie donc dans le monde, enfin dans notre rapport au monde, parce que Rudolf Otto appelait le Mysterium Tremendum, et le Sacré le définissait comme Mysterium Tremendum, cette espèce de mystère qui fait trembler, qui fait peur, et qu'il appelait aussi la rencontre avec Das ganz andere, le tout autre. Mais tout est important, parce que tout s'épand. Dans ce cas-là, c'est Das ganz andere et ça. Donc voilà, alors je vais raconter juste un petit épisode, parce qu'en fait, le monde proche, ça se présente, je ne sais pas si vous connaissez un peu le genre de l'autothéorie. Donc le monde proche, ça se présente un peu comme une autothéorie, c'est-à-dire comme une série d'anecdotes théoriques, enfin, d'anecdotes peu à peu décantées sous forme de théorie. D'accord. Et donc c'est des anecdotes très simples, bon, bref. Et en particulier une, voilà, disons, je me lève pour boire la nuit, ça m'arrive souvent. Et tout d'un coup, un certain jour, vous voyez, et je bois au robinet de l'évier, je ne prends pas de verre, non, je penche ma tête comme ça. Et à un moment, j'ai cette sensation que c'est une source et que j'ai la sensation de tout ce qu'il faut pour que ce robinet s'ouvre, vous voyez. Le dépôt des eaux dans les milliards d'années de la création de la Terre, le cycle des eaux dans les nuages, la mer, les rivières, etc., etc. Alors que normalement, quand on ouvre un robinet, c'est quasiment un acte magique. J'ouvre, je produis de l'eau. Et on ne s'aperçoit pas de tout le cycle qu'il y a derrière. Et donc, c'est ce moment-là. Et il y a quelque chose qui est, du coup, qui est un sentiment un peu de panique, parce que ça veut dire que ça peut s'arrêter, un peu de précarité, parce que ça veut dire que ce n'est pas un geste magique qui marche tout le temps. Il y a un jour, peut-être, vous savez, comme dans Colline de Jean Giono, ce jour où la fontaine du village s'arrête. Et c'est vraiment... Colline de Jean Giono, c'est dit 10 fois, c'est un livre sur quoi? C'est vraiment sur la colline se venge, c'est la malignité des choses, c'est Pan qui se venge. Et c'est vraiment ça, c'est le moment où tout d'un coup on s'aperçoit que ce qui est un geste que nous on prend comme un geste naturel, mais qui n'est pas naturel bien sûr, en fait, Latour parlerait d'acteur réseau. Vous voyez, pour que nous j'ouvre le robinet, il faut tout un réseau de choses qui est nature-culture, il faut du quaternaire, il faut des fosses, il faut des nappes phréatiques, il faut des conduites, des tuyaux, etc. etc. Et c'est tout ça que forclôt ou refoule notre rapport au monde proche. Le monde proche, justement, il est déconsacré parce qu'il y a une agnosie, il y a une non-reconnaissance de la complexité nature-culture, il n'y a pas vraiment de différence, qui implique... Vous voulez dire quelque chose? Ah si. Je pensais que vous vouliez parler. Non, je disais juste à ma voisine que je n'avais plus d'eau depuis 15 jours. Ah bah là. Pleinement conscience à mon évier du moment où on ouvrait, où on fermait le robinet. Voilà, donc ça tombait extrêmement bien dans mon esprit. Je suis désolé de raviver vos traumas. Donc nous partageons le même sentiment. Ouais. Non mais c'est des... ouais. Ou comme vous voyez, tout d'un coup vous êtes à la pompe à essence et vous réfléchissez ce que ça veut dire la pompe à essence. Toutes ces énergies fossiles, ces grandes forêts des époques antédiluviennes, enfin. Bon, ouais. Donc en fait, il ne faut pas aller très loin. Ce que je veux dire, il ne s'agit pas de faire, il n'y a pas d'effets spéciaux de pyrotechnie hollywoodienne. C'est vraiment des choses tout à fait. La façon dont on forclôt, dont on a tendance à refouler la conscience de la présence cyclique, ouais, c'est quelque chose de très... peut-être... Du coup, je devrais lire cette espèce de magnifique... Qu'est-ce que je vais lire maintenant? Ah oui, allez, je les lis maintenant, tant pis si je les ai mis. Je ne vais pas aller dans l'ordre, en fait. Ouais. Non, je le fais parce que j'adore ce texte. Quoi l'éternité de Marguerite Duras, c'est les deux apparitions d'animaux dans Quoi l'éternité de Marguerite Duras qui sont déchirantes à chaque fois. La première, bon allez, je prends la seconde d'abord. La seconde, c'est quand elle fuit après la Blitzkrieg, elle fuit l'Égypte. Pardon, n'importe quoi. Elle fuit la Belgique avec, je sais pas pourquoi, avec sa famille dans un bateau pour se rendre en Angleterre, parce que l'Allemagne vient d'envahir la Belgique. Et là, ils ont pris quelques richesses, ils sont dans un bateau entassé, cette espèce d'humanité un peu de bric et de broc. Et tout d'un coup, elle voit apparaître, donc, soudain en pleine mer, à une bonne distance des côtes, une école de dauphins apparue, traversant, école, elle est très anglaise, hein, School of... apparue, traversant obliquement la route du navire, une douzaine de grandes créatures luisantes et joyeuses, ne sachant rien des fuyards contenus dans cette misérable arche humaine, c'est-à-dire leur petit bateau, libre comme en ces jours où le monde, vieux déjà de millions d'années, se sentait encore neuf et regorgeant de Dieu, race sublime, plus douée que les autres créatures limitées à la terre, à l'aise, etc. etc. Bref.
Et puis l'autre texte, qui est cette matinée où sa tante va être tuée, vous savez, par un coup malheureux, un coup de fusil malheureux, et où ils sortent le matin parce qu'il y a un troupeau de sangliers qui a traversé le jardin. Soudain, bien visible, à l'égard des bois où flotte encore du brouillard, on distingue les puissants et obtus quadrupèdes, donc des sangliers, pardon, préhistoriques dans la brume et dans la distance. Il y a du fantastique dans toute rencontre avec la nature sauvage. Un sanglier, vu de près, fouillant de son groin à la recherche de racines, n'étonnerait pas et ne ferait peut-être qu'amuser, à condition de se savoir prudemment hors de portée de ses défenses. Toute une harde de puissants animaux migrant d'une partie de la forêt à l'autre semble au contraire appartenir à un autre temps du monde, où l'homme, en présence des bêtes, pressent encore l'existence des dieux. Ce sont des très beaux moments parce qu'à chaque fois, vous avez d'un côté un épisode, quelque chose qui est une structure épisodique de la vie. Vous voyez l'épisode de l'Exode, il y a un avant et un après, ça ne se reproduit pas, ou la mort de la tante qui arrive. Ouais, il y a plein de choses qui se passent sur cet écran-là. Voilà. Et donc, ça, c'est le temps humain, le temps de l'épisodique. Vous voyez, naissance, mariage. Voilà, il y a plein de choses avant le mariage, mais mort. Je ne me rappelle plus tout d'un coup. Et puis, le temps cyclique de la nature qui se reproduit toujours identique. Vous voyez, et donc, le temps du mythe, qui n'est pas un passé, qui est le temps du mythe, qui est un temps parallèle au temps réel, qui est ce temps périodique. Des choses qui sont inchangées. Et le temps périodique, c'est le temps du tout. C'est le temps de la globalité cyclique, vous voyez, qui, elle, est inchangée. Et puis, c'est ce temps périodique qui va... Et là, il y a une espèce de court-circuit entre deux logiques. La logique épisodique humaine, qui avance, qui progresse, qui a un avant, un après, etc., etc. Et là, il y a tout d'un coup une brèche. Et par cette brèche, dans ce temps humain, parce que c'est un moment de crise, justement, l'exode, la mort d'attente, on va avoir cette espèce d'épiphanie, ou d'épopsie, comme dirait les religions de mystère, une manifestation de quelque chose qui est ce qu'il y a, la trame du monde. La trame du monde, c'est pas du tout ça, c'est pas du tout avec des œillères, ça va pas de l'avant. Ça se répète tout le temps et on peut être tout à fait dans l'éternité, et les textes sont magnifiques pour ça, parce que l'histoire de mon robinet, c'est un peu la même chose, en beaucoup moins littéraire, mais il y a ce même jeu où tout d'un coup, vous avez une brèche, et par cette brèche, et la brèche, c'est intéressant, il y a ce très beau texte de David Lang, le fondateur de l'antipsychiatrie américaine, qui dit « A breakdown can be a breakthrough ». Un effondrement, donc un breakdown can be a breakthrough, c'est une percée, une révélation. Donc quand quelque chose d'être trop étroit, une formation de défense qui vous protège, mais aussi qui vous étouffe, ce qui est votre cercle profane, sécurisé, etc. Quand ça se brise, quand il y a une brèche dans ce système de climatisation ou de forclusion du monde, alors tout d'un coup, c'est bien sûr un grand danger parce que c'est une déconstruction pour vous. Vous risquez l'effondrement, mais dans cet effondrement, dans ce breakdown, il y a un breakthrough, la possibilité d'aller au-delà, d'avoir un rapport plus plein, plus signifiant au monde et à vous-même, au grand dehors, au grand dedans, etc. Parce que vous étiez fort clos, loin de votre inconscient, disons, pour le dire vulgairement, ou du monde autour de vous. Et du coup, pour moi, c'est ça. Maintenant, je vais essayer de m'arrêter un peu sur ce problème-là, sur ce problème qui est notre rapport au monde proche comme une possibilité d'extension de la définition de soi. C'est des tartes à la crème, hein, mais juste pour... Malheureusement, là, il y a toujours quelque chose qui ne disparaît pas, mais du coup, je ne sais pas comment je vais lire. Ah, moi, je vais la lire là, c'est vrai. Ça, c'est Tarte à la crème, encore une, c'est dans Le fleuve qui voulait écrire de Camille de Toledo, donc c'est la première audition de Bruno Latour. C'est ce texte quasi posthume, où Latour est en train de mourir. Quels seraient les groupes autochtones et les sacralités qui justifieraient que l'on crée une personnalité juridique Loire? Le Gange, avant d'être un sujet de droit, est une puissance spirituellement reconnue dans ce pays. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il objecte à la commission de Loire, qui essaie de créer un être juridique. Vous connaissez l'histoire peut-être, de faire de Loire un être de droit. Il leur dit, je ne vois pas l'intérêt si personne n'est attaché à la Loire au point d'en faire un être sacré. Et il parle en effet de sacralité, il parle de le Gange, c'est-à-dire des rapports à des fleuves sacrés, etc. Et ça paraît totalement dans la langue de Latour, vous voyez, comme dans la langue du dernier Bateson, dans la langue du dernier... Bon, chez Latour, c'est plus... On l'attendait un peu plus, ce qui est très très catho, ça se sent. Donc, mais quand même, dans sa pensée écologiste de la fin, on se dit cette espèce de dérapage vers le sacré, c'est très intéressant, je trouve.
Et d'ailleurs, ça déconcerte Camille de Toledo. Ah bon, je ne sais pas très bien quoi faire, qui est plus politique. Enfin, lui, il veut un engagement politique. Et je te demande quoi faire de cette espèce de revendication tout d'un coup. Parce que vous voyez, tant que c'est une métaphore, oui, on va faire comme les Amérindiens, ça va, mais quand ça devient vraiment sincèrement, où sont tes sacralités, là, c'est compliqué, si vous voulez. Et donc, fin de l'interview, fin de la première audition de la Tour, toujours de plus en plus sec. Il ne s'agit pas d'articuler, ça c'est une réponse vraiment au projet, il ne s'agit pas d'articuler des humains et des non-humains dans un dispositif de représentation juridique, donc, mais de respecter les attachements des êtres qui nous font vivre. Ce n'est pas pareil. Il ne s'agit pas de savoir comment parler au nom du fleuve, ce qui est violent dans la catégorie, mais plutôt de parler en disant que nous sommes attachés à lui, que nos vies en dépendent, ce qui est beaucoup plus simple en un sens. C'est-à-dire, ça veut dire que je ne vis pas, Sylloire ne vit pas, et on voit très bien que là, pour le coup, c'est la référence de la Tour, c'est Arne Naess, si vous voulez. C'est ce que Arne Naess appelle le ecological self. C'est-à-dire cette idée que je suis tout ce dont j'ai besoin pour vivre. Tout le réseau de choses dont j'ai besoin pour vivre sont mon moi. D'accord. Chez Arne Naess, c'est un peu positiviste. C'est vraiment l'air. Enfin, mais on peut lui donner une conception, on va voir, beaucoup plus riche que ça. Mais au départ, ça veut dire quand même, bon, chez la Tour, c'est pas ecological self, vous remplacez par local self. Et c'est ça qui m'intéresse en fait. C'est localement ce qui m'intéresse. C'est pas tout la biosphère dont j'ai besoin. Mais Chardonnay, c'est une ontologie généraliste, tu vois. Pour éviter l'éthique, donc c'est intéressant parce qu'il veut éviter justement le principe de responsabilité. Il dit non, mais c'est pas une question d'éthique, c'est juste moi. Enfin, j'ai besoin de ça pour vivre. C'est pas être moral que de respecter la terre. C'est juste être débile de pas le faire. Non mais et donc lui, il essaie de remplacer l'éthique par une ontologie, donc un nouveau moi, donc ecological self, le soi écologique, le moi écologique. Et là, chez la Tour, le spectre est largement réduit. C'est les habitants de Loire. Si la Loire va mal, ils vont mal. Ils sont malades. Ils ont cette espèce de maladie de Loire qui fait que tu crèves, je crève. Voilà. Et donc, en fait, c'est difficile. Et là, ça veut dire qu'elle est sacrée pour eux. C'est là où est le sacré. C'est quand ça fait partie de ma définition, partie de ma vie, etc. C'est ce qu'on appellerait un totem, si vous voulez, un peu. Si on était dans du totémisme. C'est un peu ça. C'est-à-dire, c'est cette existence, l'existence matérielle et symbolique d'une certaine population ne peut pas avoir une grande santé, comme dirait Nietzsche, si le fleuve ou leur totem est en train de dépérir. Et donc ça m'intéresse beaucoup vraiment parce que moi, c'est là où pour moi, à terme, je sais pas, je vais essayer d'y arriver, mais à terme intervient la littérature. Pas tout de suite. Et donc je vais citer, juste par plaisir de citer des textes, cette magnifique lettre de Rilke dans les lettres à un jeune poète, dans la lettre à Capuce. Vous savez, Capuce n'arrête pas de geindre, il se plaint beaucoup. Et donc Rilke lui écrit donc le 12 août 1904 une lettre qui est une lettre sur la souffrance en gros. Il dit bon alors on va juste réfléchir 5 minutes sur ce qu'est la souffrance, mon petit. Et il a cette métaphore magnifique. Il dit la souffrance entre dans la vie comme un hôte qui entre chez toi dans une maison, d'accord. Et donc mais on a l'impression que rien n'a changé et pourtant ta vie est comme une maison où est entré un hôte. D'accord. Et c'est là à partir de là la réflexion. Car si nous représentons l'existence de l'individu comme une chambre plus ou moins vaste, on voit que la plupart n'apprennent à connaître qu'un coin de la leur, une place près de la fenêtre, une étroite zone où aller et venir, d'où leur relative sécurité. Vous voyez, c'est exactement, c'est le monde proche sécurisé, c'est le monde éclairé, c'est le petit théâtre de la conscience cartésienne, tout ce qui est dans la lumière, ça va, c'est moi, c'est l'ego, derrière, je ne veux pas savoir, ça n'existe plus. Or, la souffrance fait quoi ? Il y a quelqu'un qui rentre dans la zone d'ombre, qui rôde dans la zone d'ombre. C'est Enter-Ghost, ou Host dans ce cas-là. Mais il y a quelqu'un dans la zone d'ombre, et donc, tout d'un coup, il fait exister l'ombre qui est refoulée au-delà du cercle de lumière dans lequel ma vie se passe. Et ce cercle de lumière, s'il peut être... on peut aller à Abu Dhabi en low cost, mais c'est toujours cet espace de maîtrise sécurisé, vous voyez, qui est balisé, sécurisé, où vraiment on ne rencontre jamais quelque chose qui pourrait remettre en cause ma sécurité matérielle et intellectuelle. Parce que vous savez, Lévi-Bruhl dit que l'homme occidental moderne
dans la mentalité primitive, donc, se définit par sa sécurité matérielle et intellectuelle, et c'est la même en fait. C'est intéressant. Il n'a pas de doute sur les il est positiviste en fait, il est rationaliste, donc il n'a pas de doute sur la réalité de la réalité, mais c'est parce que justement son existence matérielle est sûre que son existence intellectuelle est sûre. Et là, du coup, donc, on pourrait aisément, continue Rilke à propos de l'entrée de la souffrance dans la vie, donc dans la vie de Capus, mais dans la vie de n'importe qui, on pourrait aisément nous convaincre que rien ne s'est passé et pourtant nous avons changé, comme une maison change où vient d'entrer un hôte. Et là, il continue. Nous sommes mis, et donc il dit, bon, j'ai enlevé un passage, mais il dit peu à peu, alors cette hôte, c'est nous-mêmes. En fait, on s'aperçoit, ce que fait la présence de cette hôte dans l'ombre, c'est qu'en fait, il redéfinit cette ombre comme une partie de moi-même. Comme ce qui était l'extérieur, ce qui me faisait souffrir, ça devient une partie de moi-même. J'englobe cette partie à la définition de moi. Vous voyez, je ne me limite pas à cette définition sécurisée qui tout le reste, je le refoule, je le désinfecte, je l'extermine, etc., ou je le dévitalise, ou je le neutralise. Et il finit par dire, de façon très tragédie grecque, nous sommes mis dans la vie comme dans l'élément avec lequel nous avons le plus d'affinité. Une adaptation millénaire nous a rendus si semblables que si nous restons immobiles, on peut à peine nous distinguer. Grâce à un heureux mimétisme de tout ce qui nous entoure. C'est sublime. Ce passage, ça veut dire, c'est la fin de la tragédie. Ouais, c'est le Zugleichsein, c'est l'identité entre la liberté et la nécessité. Ouais, l'ordre du monde et l'ordre du moi à la fin de la tragédie, par le sacrifice du héros. Il y en a un qui crève là-dedans, mais il y a un réordonnement, une espèce de catharsis, donc, qui fait que l'ordre de la nécessité est devenu l'ordre de la liberté. Il n'y a plus de clash entre les deux. Ouais. C'est cette idée même de la précarité. La précarité dans la prière s'exprime par le Notre Père, c'est-à-dire que ta volonté soit faite et non la mienne. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une accordance entre la volonté individuelle et la volonté du tout. Mais vous priez que ta volonté soit faite. Vous priez que ce qui arrive, arrive. Et c'est exactement ce que dit Capus. Vous voyez, la souffrance, c'est un moment difficile, non pas parce qu'elle semble être une destruction du moi, et en fait, elle est une espèce d'extension du moi. Il y a une façon du moi de respirer, une espèce de diastole du moi qui vit dans une systole sécuritaire. Et en fait, tout d'un coup, il y a une diastole où il respire dans le monde, etc., dans ce monde proche. Donc, du coup, le monde proche devient lui-même, devient investi par cette présence étrangère, aliène, angoissante, panique, qui semble faire une brèche, justement, qui semble break into l'espace domestique, l'espace familier. Et là, voilà donc celle dont je vous parlais de Lang, donc a breakdown can be a breakthrough. Et à partir de là, on pourrait, je vais pas avoir le temps, je préfère qu'on discute un peu, donc à partir de là, on pourrait gloser tout ça à partir de la dialectique du moi et de l'inconscient de Jung, vous savez, ce qu'il appelle le processus d'individuation de Jung, combien on devient soi-même, c'est, vous savez comment, plus ou moins en essayant de élargir les frontières du moi en essayant d'accaparer ou de se nourrir d'énergie psychique refoulée dans le grand soi. Vous savez, Jung avait une espèce de moi conscience qu'il appelle la persona, la petite personne, ce que Deligny appelle le bonhomme symbolique, vous voyez, celui qui pense, il y a l'autiste sous le bonhomme, il y a l'homme général, bon, bref. Mais donc c'est Lacan, c'est la même chose, et vous avez cette idée que ce moi conscient, et le moi conscient pour moi, vraiment j'en fais une analogie avec le monde humain par rapport à le monde autour, et qui n'est pas trop loin, hein, c'est comme le tiers-lieu, c'est pas loin du tout, c'est juste là. Et donc, il faut réussir justement à se nourrir de cette espèce d'énergie refoulée dans le soi, dans l'ombre, etc., jusqu'à l'anima, bien sûr, pour essayer de retrouver un rapport signifiant au monde. Donc, je dis, l'individuation n'a d'autre but que de libérer le soi d'une part des fausses enveloppes de la persona. La persona, c'est votre petite personne, celle que vous aimez être, que c'est le moi social, vous vous présentez comme ça, et la petite chose vendable, vous voyez, commercialisable, en amour, en affection, en profession. Le personnage, quoi, celui qui joue. D'une part, donc libérer le soi d'une part des fausses enveloppes de la persona et d'autre part de la force subjective des images inconscientes, parce que plus votre persona est réduite, plus les forces refoulées poussent. Et du coup,
plus vous êtes menacé de décompensation psychique, vous avez des forces qui sont à l'extérieur. C'est toute l'histoire du Kang Junior. C'est l'animal, le singe intérieur qui menace de décompensation parce qu'on est tous des transfuges d'espèces. L'homme est un transfuge d'espèces. On est un singe, mais... Et comme tous les transfuges de classe, il y a des problèmes d'où il vient. Donc, en suivant pas à pas cette évolution, se crée petit à petit un conscient qui n'est plus emprisonné né dans le monde mesquin, étroitement personnel et susceptible du moi, mais qui participe de plus en plus au vaste monde des choses. Ce conscient renouvelé deviendra un foyer relationnel, une fonction jetant une passerelle vers l'objet et le monde des choses. C'est ce qui est le plus intéressant. Et vous voyez d'ailleurs que Arne Naess s'est beaucoup inspiré de Jung dans sa théorie de la réalisation de soi, self-realization. C'est-à-dire, vous vous réalisez justement en découvrant votre ecological self, tout ce qu'il y a autour de vous, vous en faites quelque chose qui fait partie de vous, mais en fait, le fond est jungien. Parce que l'individuation de Jung, de peu à peu conquérir son inconscient et conquérir le monde, des relations, une passerelle entre le monde et soi, par justement la conquête de l'inconscient. Parce que si tout d'un coup vous buvez au robinet la nuit et puis vous pensez à des réseaux infinis de nappes phréatiques, vous parlez aussi de votre intérieur. Vous parlez aussi d'un rapport à vos grottes, c'est évident que quand vous essayez d'imaginer ça, vous imaginez autre chose qu'un monde complètement extérieur. D'accord ? Et donc, vous commencez du coup à rentrer dans ce jeu rituel, qui est un jeu sacré pour moi, de redéfinition de son propre espace intérieur et extérieur, par des effets de masque. Il est hors de question d'avoir un singe à l'intérieur, c'est pas en soi, il n'y a pas un animal à l'intérieur, je ne crois pas à l'animal chamanique. Ce sont des masques, c'est une façon de figurer des choses qui sont infigurables en soi, mais qui, par la figure et par des artifices, des jeux, vous arrivez à les maîtriser ou à ressaisir ce qui vous a saisi. Alors, je ne sais pas si la situation de Bateson qui est vraiment trop compliquée. Voilà, et donc, avant d'essayer de définir exactement ce que moi j'appelle sacré, j'ai commencé quand exactement ? 4h35. Ah oui. 40. Je vais aller vite alors. Je cite ce texte, c'est vraiment très très beau. Donc, vous savez, Bruno Latour, je pense, je ne sais pas, on pourra en parler si vous voulez, mais je pense que son œuvre principale, c'est quand même l'enquête sur les modes d'existence, qui est cette espèce de grande Bible où il essaie de montrer que quand on parle de choses, il ne faut pas dire si elles existent ou pas, mais comment elles existent. Il ne faut pas dire les fantômes, ça existe ou pas, Madame Bovary, elle existe ou pas, les virus, ça existe ou pas, les lois morales, ça existe ou pas, les vertus. Il faut dire juste comment ça existe. Il y a une mode d'existence de chaque chose, et il faut comprendre ce mode d'existence au lieu de se poser. Alors, l'épistémologie des modernes, pour lui, ne reconnaît que le mode scientifique d'existence. Il va faire des vérifications scientifiques, il va soumettre à des expériences et n'existera que ce qui existe, c'est le naturalisme de Descolas, que ce qui existe scientifiquement, d'accord ? Mais du coup, quid de l'amour, quid de la liberté, quid de Dieu, quid de Madame Bovary. Il y a plein de choses qui du coup ne passent pas vraiment le test de l'expérimentation scientifique, si vous voulez. Or, ces choses-là, Latour dit, bizarrement, et pour lui c'est ça qui fait l'identité même des modernes, ce sont les seuls dont l'épistémologie contredit l'anthropologie. Il y a une anthropologie des modernes, pour lui, qui se satisfait tout à fait d'avoir des rapports avec Madame Bovary, enfin avec des objets de fiction, avec des dieux, mais qui ne les reconnaît pas scientifiquement dans son épistémologie. Ce qui est très, très étrange en fait. Il y a une espèce, alors que normalement l'épistémologie de collectif est censée refléter ou avoir un lien très fort avec une formulation de leur anthropologie, c'est-à-dire de leur mode de vie ou de leur mœurs. Et chez les modernes, pour lui, il y a ce clivage, donc il explique, bon, bref. Et voilà. Et donc, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est qu'il définit du coup différents modes d'existence qu'il appelle chacun être. Et par exemple, il y a dans ces êtres les êtres de la fiction, les êtres du droit, les êtres de la politique, les êtres de la science, qu'il n'appelle pas de la science, mais on s'en fout avec les êtres de la science. Et il y a, parmi ces êtres-là, les êtres de la métamorphose. Ces êtres de la métamorphose, donc c'est des chapitres où il montre, et à chaque fois il essaie de définir comment existent les fantômes, comment existent les virus, et donc par catégorie. Et donc la catégorie des êtres de la métamorphose, ce sont ces espèces de puissances qui n'appellent jamais psychiques, moi je vais toujours appeler psychiques malheureusement parce que ça simplifie, mais ces puissances qui mettent en péril le moi, enfin les limites étroites du moi, et
avec lesquels il faut pactiser. Et dans ces puissances, la tour prend tous les dieux du paganisme, par exemple, ce qu'il appelle les frayeurs. Je ne sais pas si vous connaissez Tobin-Nathan et la folie des autres, etc. C'est à l'ethnopsychiatrie du centre Devereux à Paris. C'est le moment où, le texte a été écrit au moment où Latour et Isabelle Stenger étaient vraiment en rapport avec le centre d'ethnopsychiatrie de Devereux, où vous voyez, ils accueillaient des gens d'autres cultures, et donc ils les traitaient de façon psychanalytique, mais en prenant en compte l'existence de cette autre culture. C'est-à-dire pas par les démystifications freudiennes, parce que Freud, vous arrivez avec votre mythe, votre complexe, et il va être démystifié, vous allez libérer de votre complexe d'Oedipe. Et ça, c'est ça, la libération, c'est la démystification, c'est-à-dire vous vous pliez totalement au principe de réalité. Et il voyait très bien que pour des peuples qui n'ont pas du tout ce principe de réalité comme principe, où la réalité de la réalité n'est pas complètement scientifique, elle a vraiment la réalité de la réalité est beaucoup plus complexe que ça. Il y a plein de gens autour de nous, des djinns, des puissances, des divs, états. Et donc c'était complètement absurde d'essayer d'assimiler ces gens à cette espèce de démystification de la modernité occidentale. Et donc ils essayaient, quand ces gens arrivaient avec des troubles liés à ces puissances, ce que Tobin-Nathan appelait des frayeurs, des paniques, quoi. Ils essayaient de trouver une histoire autour de ça et de créer un lien, voyez, de faire de cette personne à qui s'était révélée cette puissance, justement, l'espèce de prêtre de cette puissance et qui allait en faire, au lieu d'essayer de l'exorciser, ils allaient en faire quelqu'un qui allait avoir un rapport profitable et non pas destructeur avec cette puissance. Et donc la tour comprend toutes les divinités du paganisme sous le principe de ces frayeurs-là de Tobin-Nathan, et elle les réinterprète comme êtres de la métamorphose, c'est-à-dire ces êtres qui sont capables de vous changer, de vous métamorphoser. Bizarrement, ces êtres, vous ne les rencontrez que dans la proximité. Il n'y a pas de rencontre à distance. D'ailleurs, il n'y a pas de rencontre à distance. C'est ça qui est intéressant dans le monde proche, c'est que l'invisible, le surnaturel, c'est toujours le plus près. On ne peut pas rencontrer de loin. Et tout ce qu'on rencontre qui va nous changer, ça ne peut être que dans le monde proche. Du moment qu'on a dévitalisé le monde proche, il n'y a plus de rencontre. Et donc, vous avez cette idée, donc ces deux citations, et puis après j'essaie de vraiment prendre la définition avant de m'arrêter. La continuité d'un moi n'est pas assurée par son noyau, c'est difficile pour la tour de dire moi, ça doit. La continuité d'un moi n'est pas assurée par son noyau authentique et en quelque sorte natif, mais par sa capacité à se faire porter sans se laisser emporter par des forces capables à tout instant de le briser ou au contraire de s'installer en lui. Exister, pour moi, c'est un peu plus loin dans le même chapitre des aides de la métamorphose, exister pour moi, c'est d'abord résister à des vagues successives d'effroi. Donc, ce sont les fameuses frayeurs de la tour. Pour nous, on appellerait ça ce que vous voulez, vous voyez, trauma, décompensation psychique, etc. Ou juste panique, angoisse, tout ce qui... Bon. Dont chacune pourrait dévorer, mais dont chacune aussi peut être déviée par un appât, un piège, un truc, une astuce, un artifice quelconque, grâce auquel on découvre soudain que les êtres qui nous trompaient nous aident au contraire à exister enfin, qu'on peut surfer sur eux, par eux, avec eux, grâce à eux, à force d'habilité, comme une vague qui vous emporte mais ne vous vise pas. C'est cette idée d'accepter cette espèce de chose que vous êtes porté par quelque chose, vous vous autoportez pas par votre conscience, par votre puissance, par votre action, comme si vous étiez le seul agent dans la nature. Vous êtes agi, vous êtes agi, mais vous n'êtes pas complètement inondé. Vous ne perdez pas complètement la capacité d'interagir avec cette action qui vous agit. Donc c'est ce ressaisissement qui fait tout, les structures symboliques, pour lui les religions, toutes les espèces de dispositifs qui permet de ne pas complètement se noyer, comme dirait Ennio De Martino, de ne pas se noyer dans l'état créé des choses. Et de pas, les anciens collectifs humains étaient toujours menacés de ça, de disparaître dans la nature, comme on disait, par des familles, de complètement ne pas résister. L'effet système explose. Et donc, ce qui est très beau, je trouve, dans la pensée de la tour, et c'est pour ça que ça devient une pensée écologique et qu'on peut le relire à partir de Bateson, c'est qu'elle joue sur cette double nécessité de faire jouer un système et son environnement. Il ne faut pas que le système se dissolve dans l'environnement, parce que sinon c'est la mort, bien sûr. Mais il ne faut pas non plus que ce système se foreclose au point qu'il oublie complètement son environnement. Donc, en fait, c'est cette chose qui vous menace, qui vous nourrit, etc. Donc, il faut garder cette espèce de capacité de faire exister l'un et le tout. Et ça sera, et c'est là où je vais peut-être... Voilà, je vais juste finir sur ça, puis peut-être si vous me laissez, on pourra lire un poème de Sylvia Plath.
En fait, à un moment, je me suis aperçu que euh, la définition de Bateson, en écoutant ces archives sonores là, à Big Sur, euh, c'est jamais très clair. Mais en fait, ce qui semble être pour lui le principe même ou la définition qu'il donne, une définition quasiment rationaliste du sacré, qui est assez drôle quand on y pense et qui permet vraiment de qualifier le rapport qu'on a au monde proche. Pour lui, le sacré, en gros, c'est une confusion, je ne sais pas si c'est la pensée de Bateson, mais c'est une confusion de type logique. C'est-à-dire, c'est au moment où, et je vais le dire de la façon la plus violente possible, au moment où il y a identité étrange entre un individu de la classe et une classe d'individus. Vous savez, la théorie des types logiques, c'est la théorie russellienne qui a réussi à résoudre le paradoxe du menteur. Vous voyez, celui qui dit, le crétois qui dit tous les crétois sont menteurs. Donc, vous savez, si c'est vrai, alors ils mentent, donc ils sont pas menteurs, donc c'est pas vrai, donc ils mentent. Enfin, c'est une boucle paradoxale. Et donc Bertrand Russell a donné une solution à ce paradoxe, qu'il y a différents types d'énoncés. Il y a l'énoncé qui est un fait, il pourrait dire n'importe quel énoncé qui sortirait de la bouche d'un crétois, et puis il y a d'autres types d'énoncés qui sont des commentaires sur ces énoncés. C'est un autre type logique. Et donc il peut très bien dire ça, et tous les crétois menteur, ça définit une classe de propositions, c'est-à-dire toutes les propositions qui sortent de la bouche d'un crétois menteur, mais ce n'est pas une des propositions de la classe. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, c'est pas menteur. Donc il y a classe et type. Et donc c'est l'idée qui est celle de Russell, c'est que si vous faites la classe des objets rouges, cette classe n'est pas rouge. La classe des objets rouges n'est pas rouge, ce n'est pas un objet de la classe. Bref. Et pour Bateson, alors je vous la fais très courte, c'est compliqué, mais parce que et pour Bateson, il a eu à un moment cette idée, il est très russellien. Vous savez que par exemple, Bateson a analysé la schizophrénie comme une erreur de type logique. De formulations contradictoires de la part de la mère, qui fait que l'enfant ne peut les résoudre que dans deux mondes différents. Et donc, il en a fait un problème de type logique. Et donc, sa définition du sacré, ça devient qu'à un moment où il y a identité étrange entre un individu de la classe et une classe d'individus, et c'est bizarrement, en fait, la formule qu'emploie Lessing, en kaipan ou en panta enai, l'un est le tout, ou l'un est le tout, qui est une formule de Lessing quand il parle de Spinoza, qui est recitée par Jacobi, qui est écrit par Hölderlin dans la tour, c'est quand il devient fou, dans la tour de Zimmer. Hölderlin, il écrit sur la chaude de sa chambre, en kaipan, l'un est le tout, ou l'un est le tout. Ça veut dire quoi? Juste pour donner des exemples très clairs. Vous voyez, c'est quand vous dites à quelqu'un, à une fille ou à un homme, ah, tu es mon type. Ça veut dire que cette personne, c'est aussi un type de personne, c'est-à-dire c'est la personne et la classe de personnes. Et c'est là où arrive le sacré. Si vous lisez le Phèdre, c'est ça. Le Phèdre, la beauté du Phèdre, c'est ta beauté, mais c'est une classe de beauté qui est celle qui descend de tel Dieu, etc. Donc dans la beauté terrestre s'incarne une classe. Et c'est quand se passe ça que justement il y a sacré. Par exemple, si vous êtes dans les années 50, une culture très ouvriériste, tout ouvrier est sacré. Pourquoi? Parce que tout ouvrier est la classe ouvrière. Et donc, vous pouvez pas, il est intouchable en un sens parce qu'il est la classe. Oui. Et donc, il porte en lui l'existence du type. Et donc, il est à la fois un individu de la classe et une classe d'individus. Et en cela, vous voyez, il y a sacré parce que, et vous comprenez très bien comment on peut définir le monde proche comme ça, c'est-à-dire, c'est tout d'un coup, et c'est d'ailleurs ce qui explique le problème des sociétés traditionnelles, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle le principe du topocosme, un lieu qui est un monde. Mais vous vivez dans un lieu, un topos, mais ce topos est un cosmos. Il n'y a pas d'ailleurs, mais tout est là. Vos dieux sont là. On dit, oui, les animistes pensent que les animaux sont des personnes. Faux. Un animiste amérindien ne pense pas du tout qu'un ours polaire est une personne. Il n'a rien à foutre. Ça n'existe même pas dans ce monde. Il a des relations interpersonnelles, avec quelque chose qui crée un monde où il est. Et s'occuper du monde proche, c'est ce que dit Ursula Le Guin, local knowledge is no partial knowledge.
Une connaissance locale, c'est une connexion totale. C'est pas quand c'est une vraie connaissance, vous n'êtes pas enclavé dans une connaissance qui doit être complétée par d'autres connaissances quand vous êtes une culture. Votre culture elle-même est une façon de faire monde, c'est déjà lu Hannah Arendt d'ailleurs, est une façon de faire monde qui peut avoir un espace très réduit. Et on n'a pas besoin d'aller au bout du monde pour compléter sa connaissance du monde si votre espace proche a été un espace saturé d'intelligence qui sont... Et ça veut dire quoi? Saturé de vous-même. Ça veut dire saturé de votre présence au monde, votre qualification du monde, votre création du monde, etc. Oui, bon. Oui, ça, c'est un très beau film polonais, mais je ne me souviens plus. Non. Oui, non, parce que ça, je le fais souvent à mes étudiants. Vous savez, quand on s'embrasse, pourquoi ça aussi? Parce qu'il y a des gestes sacrés aussi. Il y a des gestes qui sont des rituels. Pourquoi on s'embrasse? Vous pouvez imaginer, et il y a ce très beau texte de George Sand d'ailleurs dans la nouvelle lettre d'un voyageur où elle dit, voyez, c'est les beaux moments de la vie, ce qu'elle appelle les moments où on croit qu'il y a encore du divin, c'est les moments où la vie individuelle rejoint la vie spécifique, la vie de l'homme, de l'espèce, et rejoint la vie universelle. C'est ces moments où tout d'un coup, et le baiser, vous voyez, ça vient d'où? Pourquoi on s'embrasse? On ne pourrait pas inventer un rituel amoureux, vous voyez, on ne pourrait pas dire, tiens, non, mais aujourd'hui on va faire ça plutôt. Et ça sera super érotiquement investi, ça va nous exciter comme des malades et tout. Non, le baiser, c'est très phylogénétiquement expliqué, c'est la becquée de la mère, la régurgitation, c'est pour ça qu'on met la langue pour avoir l'impression de manger quelque chose, etc. Donc il y a quelque chose dans le baiser qui est un acte individuel et qui est un acte total qui est lié à la phylogénèse de l'espèce. Donc elle est créée par la vie spécifique dans ce cas-là, et par la vie universelle, parce qu'il y a quelque chose de l'existence du mammifère, du lien maternel premier, c'est-à-dire le lien avant le sevrage, avant la séparation moi-monde, si vous voulez. Le lien où moi, j'étais tout, parce que je ne savais pas que la mère, c'était pas moi, vous voyez. Le jour où je deviens moi, quand je prends conscience de moi, je prends conscience du manque, surtout. Enfin, la conscience de moi, c'est la conscience du manque, de la mère, qui se sépare. Et donc, le baiser, c'est ça. Dans la Confession d'un enfant du siècle, il y a cette magnifique apostrophe au baiser, vous savez, dans le début de la seconde partie, au baiser, où deux personnes se rejoignent comme des couples altérés. Des couples altérés. C'est l'androgyne primitive. Ce sont des couples elles sont altérées, donc elles sont séparées d'elles-mêmes par la division, par le sevrage, etc. Et donc, vous voyez, typiquement, tous ces gestes où il y a une espèce d'histoire profonde de l'espèce à l'intérieur, vous voyez, on croit que c'est un geste individuel. J'ai vraiment envie de l'embrasser là. Mais en fait, il y a quelque chose qui pousse derrière et c'est ça qui fait que. Et ça, c'est mieux quand c'est près. C'est mieux quand c'est dans le monde proche, bien sûr. Bon, c'est des très belles phrases. Bon, tant pis, j'ai pas le temps. Peut-être avant, j'aimerais bien, ça serait bien qu'on discute. Voilà, je voudrais juste lire avec vous ce très très beau poème de Sylvia Plath. Je vais pas. Vous lisez l'anglais? Pas la traduction, malheureusement. J'ai oublié. Et comme je ne sais pas le lire, je vais vous le lire. Est-ce que Ah pardon, je fais des bêtises. Non, je fais des bêtises. Comment je fais? Et c'est l'autre, on peut cliquer dessus. Voilà. Je pense qu'il faut cliquer sur vraiment au centre. Au centre. Black rook in rainy weather. On the stiff twig up there hunches a wet black rook in rainy weather, arranging and rearranging its stiff twig up in the rain. Il y a une guitare wah-wah. Comment on fait? Black rook in rainy weather. On the stiff twig up there hunches a wet black rook, arranging and rearranging its feathers in the rain. I do not expect a miracle or an accident to set the sight on fire in my eye. I seek no more in the desultory weather some design, but let spotted leaves fall as they fall without ceremony or portent. Although I admit I desire occasionally some back talk from the mute sky, I can't honestly complain. A certain minor light may still leap incandescent out of kitchen table or chair, as if a celestial burning took possession of the most obtuse objects now and then, thus hallowing an interval otherwise inconsequent by bestowing largesse, honor, one might say love. At any rate, I now walk wary, for it could happen even in this dull, ruinous landscape, skeptical yet politic,
ignorant of whatever angel may choose to flare suddenly at my elbow. I only know that a rook, ordering its black feathers, can so shine as to seize my senses, haul my eyelids up, and grant a brief respite from fear of total neutrality. With luck trekking stubborn through this season of fatigue, I shall patch together a content of sorts. Miracles occur, if you care to call those spasmodic tricks of radiance miracles. The wait's begun again, the long wait for the angel, for that rare, random descent. Ah, c'est elle qui parle, c'est Sylvia Plath. C'est bon. Alors, donc, bien, d'abord, bonsoir à tous. On m'entend, va très bien. Donc ça c'est important, c'est pour une fois que je voulais bien clarifier ce qu'on m'entend. Bon, je sais pas. C'est l'enregistrement. Pas mal, hein? C'est comme si c'est C'est mon quoi ordi. ça? C'est pas l'enregistrement, j'espère. Non. De là maintenant? Non. Ah, c'est moi qui parle? Non. Enfin, ouais. Il n'y a pas dit bonsoir à tous. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez compris, donc c'est Sylvia Plath qui se promène, enfin le poète, qui se promène dans un ruinous landscape, un paysage de n'importe quoi, le monde d'à côté, quoi, enfin, et qui tout d'un coup voit ce corbeau, enfin cette corneille, ce freux, dans un arbre qui voilà, arranging and rearranging its feather in the rain, et puis plus tard, ordering its black feathers can so shine as to seize my senses, how my eyelids up and grant. Oui, elle est saisie. Il y a cette saisie par quelque chose dans le paysage, qui est cet oiseau qui, bizarrement, de façon compulsive, on dirait arrange et réarrange ses plumes, sans fin. Et tout d'un coup, il y a quelque chose qui se passe dans ce paysage, et c'était un paysage de n'importe quoi, c'était un lieu quelconque, un topos quelconque, et ça devient justement un cosmos. Pourquoi? Parce que un cosmos, c'est un ordre, c'est ce qui est un désordre qui devient un ordre. Il y a un arrangement, un réarrangement qui se fait, quelque chose qui fait ordre, fait sens dans ce monde, et qui le change tout d'un coup. À un moment, donc elle ne sait pas l'expliquer. On voit très bien qu'il y a quelque chose qui va vers le religieux, hein. Il y a l'ange, the long wait for the angel, for that rare random descent. Maintenant, ça n'a pas complètement changé le monde, mais ce n'est pas une colombe. C'est pas un nouveau monde qui arrive, c'est pas l'épiphanie d'un nouveau monde qui va être un monde sauvé par rapport à un monde détruit. C'est le corbeau du déluge qui n'annonce pas le nouveau monde, qui annonce qu'on est toujours dans le monde détruit, mais quand même qui permet d'en faire un espace plus habitable. Et qu'est-ce qui se passe exactement? Bon, on voit très bien, il y a le côté prière dans la formulation de la chose. One might say love, à un moment il dit voilà, one might say love, il y a une espèce de lien qui se crée, de relation qui se crée à l'intérieur de ce paysage entre elle et quelque chose dans le paysage. Et comment ça se passe? C'est ça qui est le plus batesonien, ouais, dans le poème. Et je vais très très vite. Bon, on voit déjà ce qui est évident dans le texte, c'est que c'est un état de précarité mentale. Il y a cette espèce de délicat équilibre instable qui fait que ça peut très mal aller, ou peut-être la moindre petite chose, de trick of radiance, juste une petite étincelle de quelque chose, peut faire repartir un rapport au monde signifiant et pas complètement perdu. Et qu'est-ce qui se passe au fond? C'est, elle voit, enfin, vous comprenez un peu, vous arrivez à sentir ce qui se passe entre elle et cette bestiole. Vous voyez, c'est ce qui fait qu'en littérature, souvent, moi, j'aime pas du tout quand, en éco-poétique, quand on parle d'animisme, vous voyez que les arbres, ils sont importants, ils sont des personnes, ils ont une âme, ça m'a jamais beaucoup intéressé, cette histoire. On en fait des sujets, avec cette espèce de schème animiste constant. Là, c'est pas du tout un animiste, elle n'a pas fait une personne de ce truc, c'est juste que il y a quelque chose en commun entre elle et elle. Il y en a une qui réarrange et arrange et réarrange ses plumes noires. Il y en a une qui réarrange et réarrange son poème. Vous voyez, elle voit très bien, il y a ce jeu très très évident entre jouer avec quelque chose qui vous a saisi et essayer de se rattraper en lui donnant une forme, en donnant un ordre, etc. Et bon, c'est évident, je ne sais pas si vous voyez Sylvia Plath, il y a quelque chose, on peut imaginer la projection dans une corneille noire, etc. Mais il y a surtout cette espèce de ce que Bateson va appeler, dans une très belle phrase, vous voyez, bon, il parle de ses étudiants à qui il avait montré un crabe, et en fait, peu à peu,
qu'est-ce qui se passe devant le crabe? Devant le crabe, il se passe qu'on comprend qu'il y a un pattern which connects, il y a un pattern commun. Ouais. Et c'est pas du tout que j'anthropomorphise le crabe, que je lui donne une âme. C'est simplement qu'il a une structure bilatérale, il y a quelque chose qui remonte en deçà de nous qui est commun, en deçà de la spéciation. Et ça, pour lui, c'est le sacré. Quand on arrive dans une même chose à voir et la spéciation, la différence et le commun, alors on est dans quelque chose qui est dans le sentiment du sacré. Et quand vous regardez bien une vache, etc., et que c'est pas du tout, vous en faites pas un homme, ça serait vraiment pas sacré, ça, au contraire. Mais vous montrez qu'il y a une matière commune, une histoire commune, une espèce de grand tout qui implique qu'il y a eu des ramifications, mais où vous pouvez retrouver l'existence d'un tout dans ces singularités. Vous voyez, la différence individu d'une classe beaucoup plus grande que la classe dans laquelle on vit normalement, l'humanité, le bovin, etc. Et Bateson appelle ça la réaction esthétique au monde, mais c'est de là dont va partir son idée du sacré. Son idée que moi je suis un individu, mais je me pense comme un homme, mais il y a la totalité de la vie en moi, vous voyez, ce qui ressemble un peu à Ness et tout ça. Et là, ce qui se passe sans aucune philosophie, et surtout sans aucune philosophie écologique chez Sylvia Plath, c'est quand même le même sentiment qu'il y a. Ce sentiment qu'à un moment, et vous le connaissez parce qu'on connaît Bernard de Saint-Pierre et Baudelaire, c'est la question de correspondance. Le monde me correspond, me fait la grâce, dirait Kant, de me correspondre. Non mais oui, il appelle ça une grâce quasiment, le sentiment esthétique. C'est-à-dire, c'est pas parce que je suis rationnel, c'est parce que je suis incarné. La raison, c'est pour les êtres rationnels, même s'ils n'ont pas de corps, tous les êtres rationnels de l'univers, du temps, de la galaxie. Mais le sentiment esthétique, le sentiment que la nature est faite pour moi, je suis faite pour le paysage, etc., qu'il y a un commun, etc. Oui, c'est comme quand vous regardez des arbres. Il y a des moments où vous pouvez avoir un véritable sentiment, et c'est pas parce que vous en faites des personnes. Vous dites, oh là là, c'est parce que il a des branches pour respirer avec des feuilles, vous avez des branches pour respirer à l'intérieur, ça circule en lui et ça circule en lui, il a besoin de se nourrir, il a besoin de respirer comme vous. Et tout d'un coup, vous dites, ah mais, et c'est ça, et c'est pas qu'il a une âme, c'est qu'on a le même corps. Et c'est ce qu'on appelle le pattern which connect. Et ce pattern which connect, on le retrouve chez Arne Naess, c'est l'interconnectedness. Mais c'est la notion d'interconnexion chez Arne Naess qui explique, vous voyez, le fait que je suis en accord complet avec le monde dans lequel je vis. C'est ce qu'on retrouve chez Rilke, que la vie autour de moi, c'est moi. C'est bizarrement ce que je pensais extérieur. En fait, il y a une façon comme une anémone, d'ouvrir mes tentacules pour avoir un rapport à ce monde proche. Et la littérature, c'est là où commencerait la leçon. Un petit peu de propédeutique. Pour moi, dans le livre, ça sera voir ce type de protocole de ressaisissement littéraire pour essayer d'assimiler par des patterns which connect, des moments qui seront des moments qualifiants ou qualifiés, vous voyez. Où là, par exemple, dans ce moment, elle dit pas, je ne sais pas si c'est sacré, mais elle parle danse quand même. Ce qui est un peu, c'est-à-dire qu'il y a une épiphanie, il y a une révélation. Et en fait, la révélation, c'est juste qu'il y a des gestes communs qui font que il y a une Corneille qui a besoin qui ressemble un peu qui a un peu une compulsion psychotique aussi. Et comme quelqu'un qui écrit. En fait, qu'est-ce que c'est bizarrement cet acte? C'est un acte qui remonte au-delà pour Sylvia Plath de l'humanité. C'est l'acte du vivant. Il y a quelque chose dans la vie qui a tendance à traiter de la différence de l'environnement pour en faire quelque chose de soi. Traiter de l'objection, traiter de la négation, ce qu'on appelle l'autopoïèse, pour en faire, pour recréer son système à partir d'une attaque sur son système. Et voilà. Et donc faire de l'autre, en faire du sien, etc. Et c'est bizarre. Bon, là, je suis désolé, c'est un peu trop rapide, mais pour moi, ça, c'est le début pour penser le sacré. Voilà. C'est là le tout. En fait. C'est pour ça qu'il y a quelque chose qui ressemble vraiment à la formule mystique. Mais quand vous regardez Ecological Self de Arne Naess, en fait, c'est l'un et le tout aussi, parce que c'est ce qui est le moi qui est en fait la totalité du monde, ce qui est étrange. Ouais. En fait, et c'est ce que dit Rilke, on est plongé totalement, on est indiscernable de la vie. Si on ne bouge pas, on est la vie. Ouais. Voilà. Merci. C'est bien. Merci.